Très nombreux, je vous embrasse. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Radio J. Cohen Koudar, Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour, Alors, Alice. à la une d'actualité juive cette semaine, bientôt Actu J, une nouvelle formule le 27 mars, le rapprochement de l'Amérique et de la Russie. C'est bon pour Israël? D'habitude, on disait c'est bon pour nous, je plaisante évidemment. Alors, tout un dossier passionnant sur le nouvel axe russo-américain scellé au détriment de l'Ukraine. Est-ce que c'est bénéfique à l'État juif? Qui veut en parler? C'est Laurent. Question complexe. Question complexe pour individus protagonistes extrêmement complexes, illisibles, carrément. Je vais synthétiser évidemment, on n'a pas le temps de trop développer, on a des expertises, des analyses à l'intérieur du dossier dont vous parliez. Si ce rapprochement-là entraîne une force américaine, on va dire, un peu plus grande au Moyen-Orient, et donc une pression sur l'Iran, qui est l'ennemi public numéro 1 d'Israël, forcément c'est bénéfique pour Israël. Maintenant, il faut savoir que Poutine a des intérêts en Syrie. Dans les accords entre Poutine et Trump, cela peut aussi entraîner un relâchement de la pression américaine sur l'Iran. Et forcément, dans ces cas-là, on a affaire à la Syrie et l'Iran, qui sont donc deux entités ennemies d'Israël. Et dans ces cas-là, ça pourrait changer la donne. Donc évidemment, depuis l'élection de Trump, depuis la chute du régime Al-Assad en Syrie, on a une redistribution des cartes au Moyen-Orient. Donc évidemment, il y a une inconnue. Les gens se sont réjouis très très vite de l'élection de Trump par rapport à Israël. Oui. On en parlait ici il y a quelques semaines d'une vision un petit peu binaire des choses, en disant « Ah, c'est génial !» Parce qu'effectivement, il y a eu les accords d'Abraham, il y a eu le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, mais en réalité, voilà, il y a encore une fois un grand point d'interrogation et on tente d'y répondre à l'intérieur. Bien sûr, Alexis Lacroix. Laurent a résumé l'essentiel pour le Moyen-Orient. J'ajouterai une dimension que je développe dans l'édito, qui est la non-fiabilité personnelle de Donald Trump. Il est évident qu'on ne peut pas déconnecter totalement, et Laurent le suggérait, le sort d'Israël, qui est un allié, bien sûr, soutenu à bras-le-corps, j'allais dire entre guillemets, dit-il, par M. Trump et par son entourage, M. Vance, etc., de la manière dont les alliés traditionnels des États-Unis, je pense aux Européens, notamment aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, etc., les Néerlandais, bien sûr, sont traités actuellement. Et regardez le Danemark, regardez l'Allemagne, regardez le soutien aux extrêmes droites, etc., etc. Est-ce qu'on peut penser 2 minutes qu'avec son intelligence, sa finesse, je le dis dans l'édito, mais parce que je pense que c'est un homme... Est-ce que Benyamin Netanyahou est totalement rassuré avec ces hommes-là? Je crois qu'il ne l'est pas beaucoup. Et ben voilà, oui. Je pense que si on se projette dans le cerveau de Benyamin Netanyahou, indépendamment des protestations d'amitié, j'allais dire spectaculaires, qui lui sont faites par l'Amérique de Trump, évidemment qu'il n'est pas rassuré, parce qu'il sait très bien que comme, si vous voulez, avec des brigands au détour d'un bois dans la nuit, il peut se faire détrousser à un moment où il s'y attend pas. Et comme c'est un homme intelligent, il anticipe sur ce que dit Ethan Gilboa dans l'excellent entretien. Dans le journal, Ethan Gilboa, Israël ne peut dire non à Trump. Ben voilà. Et Ethan Gilboa, un expert des relations israéliennes. Voilà. Pardon, expert. Non, oui, tout à fait. Je vais juste ponctuer là-dessus. C'est un expert des relations israélo-américaines. Voilà. Et il explique vraiment en détail cette instabilité. Voilà. Et est-ce que vous pensez tous les deux que, comme vous le dites dans le journal, le sort de la trêve et des otages dépend des États-Unis? Oui, en gros. C'est toujours la même chose, encore une fois, c'est difficile. Il y avait un film qui s'appelait Dans la tête de John Malkovich. Oui, c'est compliqué, là, dans la tête de Donald Trump, c'est compliqué d'avoir de l'empathie avec quelqu'un comme ça et d'entrer dans sa tête, parce que je crois que lui-même se pose des questions, il a fait beaucoup de promesses, l'enfer pour Gaza, etc. Aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose, si je peux me permettre. On a vu des sanctions pour les universités américaines, mais au niveau international... Apparemment, les dernières infos qui ne sont pas encore dans Actu J vont dans ce sens. Alors, un article qui m'a beaucoup touché, c'est l'interview d'Ismaël Saïdi. Oui. Quand on humanise l'autre, on ne le hait plus. Ismaël Saïdi est un auteur, réalisateur, comédien, qui a écrit une pièce de théâtre et qui fait un travail absolument remarquable pour un rapprochement juif-musulman. Il a compris qu'il y a une histoire qui est complexe là aussi, mais qu'il y a des forts points communs.
il a compris également que parfois la haine est gratuite parce qu'elle vient d'une méconnaissance de l'autre, de l'ignorance. Voilà, c'est un mot qu'on a aussi utilisé. Et donc, il fait un travail remarquable à travers l'art, à travers le théâtre. Et il se rapproche des jeunes parce que c'est eux qu'il faut toucher aujourd'hui. On a certainement 1 ou 2 générations sacrifiées. Mais il faut faire ce travail pour l'avenir. Dans les mots-clés dont on parlait dernièrement, c'est l'ignorance d'une part et l'éducation. Un travail comme celui-là fait partie à part entière de l'éducation. Si certains parents ont lâché prise, ont baissé les bras, voilà, des personnes comme Ismaël Saïdi, qui est magnifique, fait ce travail-là en espérant que ça découle sur un avenir lumineux. Eh ben, espérons-le. En tous les cas, l'article, l'interview est tout à fait passionnante. Alors, le 8 mars, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. Que reste-t-il des féministes à part leurs idiots ou idiotes utiles? C'est vraiment la question. Ça vous a particulièrement touché, ce qui s'est passé. Laetitia Henriquez a fait un formidable papier. Et effectivement, elle pointe, à raison, ce qui apparaît en pleine lumière aujourd'hui, en France, c'est qu'il y a un néo-féminisme qui n'a plus grand-chose à voir avec les positions historiques d'un féminisme représenté encore aujourd'hui. Par exemple, par une grande intellectuelle comme Elisabeth Badinter, qui est universaliste, qui est républicain et qui ne confond pas tout. Mais aujourd'hui, nous avons malheureusement une intersectionnalité, pour employer un mot un peu technique, qui a complètement, comme un caterpillar, tout écrasé dans le néo-féminisme. Et donc, effectivement, ce néo-féminisme est méconnaissable et il est devenu aussi, malheureusement, une arme de guerre contre le monde juif. C'est la réalité. C'est la réalité, malheureusement. Ça ne veut pas dire que toutes les féministes sont comme ça, attention. Non, c'est pas ce que vous dites, mais c'est ce qui est dans le journal d'ailleurs. Alors, je voudrais que l'on évoque d'ailleurs le fait que la commission des comptes de campagne confirme l'élection de Caroline Yadan. Ça aussi, c'est important. Oui. Ça avait été remis en cause. Ça a été remis en cause, c'est confirmé. Et alors, dans le journal, on fait souvent des renvois de pages. Si vous allez en page 13, vous avez les fameux cartons rouges et cartons jaunes. Oui, bien sûr. Notre associé, il y a Samama, dans lequel deux cartons rouges, un carton vert. Oui, alors souvent les fils, comme on vous dit, ils ont un abonnement. Donc ils ont un abonnement, oui. Et puis évidemment, ça va continuer apparemment. Ça va continuer, oui, ils sont mal partis là avec l'affiche pour Hanouna, etc. Ercila Soudé qui dit pensée émue pour ma collègue Caroline Yadan, dont les comptes de campagne viennent d'être définitivement rejetés. Oui. Ça fait partie des mensonges de LFI puisqu'on a un article qui explique qu'il n'y a eu aucun rejet. Exactement. Et que notre amie, la magnifique Caroline Yadan, se porte bien et confirmera son statut de députée. Voilà, exactement. Elle a fait un travail, entre parenthèses, remarquable pour les Français de l'étranger et les Juifs en Israël. Alors, en particulier. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on évoque la personnalité de Jean-Louis Debray et aussi que, Laurent, vous nous parliez du festival du cinéma israélien. Alors, je commence avec Jean-Louis Debray. Moi, je l'ai bien connu dans mes fonctions de journaliste. D'abord à Marianne, puis après à l'Express. Enfin, on était assez proches, sans être des amis, mais enfin, je l'ai bien connu. Alors, quand je défendais beaucoup Emmanuel Macron au moment des Gilets jaunes, il me taquinait en disant « Bonjour, comment ça va Emmanuel Macron ?» C'est un homme formidablement sympathique. Puis après, c'est vrai, quand je vous ai rejoint à Radio J à Judaïque FM, on parlait beaucoup et je me souviens de conversations, il était venu d'ailleurs ici, et dans le bureau là, qu'occupe aujourd'hui Sylvie Benchimol, qu'on salue amicalement, il m'avait vraiment parlé, à cœur ouvert, de son retour. Alors c'était pas un retour religieux, bien sûr, évidemment, ni orthopraxe, mais de son retour vers les origines juives familiales. Je vous rappelle, c'est une grande famille alsacienne, bien sûr. Une grande famille. Celle de Michel Debray, mais qui était lui-même le fils d'un grand rabbin d'Alsace. Et cette famille, le nom, je le disais à Laurent l'autre jour, mais c'est en fait vient de Médabert. Vous voyez, c'est Debray, c'est un dérivé, c'est une francisation de Médabert. Donc ils sont tous 4 plus juifs. Alors évidemment, c'est pas très connu parce que ce sont des gens c'est des familles qui étaient converties, comme beaucoup de ces familles. En réalité, ces grandes familles. Et en fait, il est revenu à ses origines. Voilà. Et par ailleurs, alors Jean-Louis Debray, on ne peut pas le dissocier. Il ne faut pas que le judaïser. Il est aussi le fils du rédacteur de la Constitution de la Ve République. Mais oui. Voilà. Mais oui, donc un article absolument passionnant. Et on va terminer avec un événement auquel vous donnez dans le nouveau numéro d'Actu-J une grande ampleur. C'est le festival du cinéma israélien de Paris qui arrive à grands pas avec une très belle interview de Hélène Schumann, sa présidente. Hélène Schumann qui a aussi des pages culture dans Actualité Juive, mais je pense que ce n'est pas pour cette raison
évidemment. Non, Elle soulève des montagnes dans une période très compliquée. Bien sûr. c'est très compliqué. La magnifique, j'ai l'impression d'être Michel Drucker, ils sont tous magnifiques. Et notre amie Hélène Schumann, voilà, qui collabore aujourd'hui. elle est magnifique. Non, elle est super, voilà, exactement. Elle est courageuse. Elle est très courageuse. Il faut savoir que là, depuis 2 ans, on a vu des festivals qui ont été annulés, boycottés. Ça n'a pas été évident pour elle, entre parenthèses, de trouver un parrain dans la communauté. Bon, les gens sont, voilà, il y a des rétros, des gens un petit peu peur aujourd'hui, c'est très compliqué. Elle fait un travail incommensurable, c'est un festival extraordinaire. Vraiment, il faut vraiment y aller, il faut y parce aller, il que faut participer. Aucun film, pour l'instant, ne sera distribué. Tout à fait. Parce qu'israélien, aucun distributeur ne veut se mouiller. Exactement. Donc le festival, il est important. Une interview très haute en couleur, avec en plus un regard sur la production israélienne d'Ariel Schweitzer, qui Et est le spécialiste. Un dossier qui a été réalisé par Robert Sander. Voilà, il faut Voilà. féliciter Robert aussi. Exactement. Notre ami Robert. Exactement. Et le parrain, c'est bien sûr Élie Élie Chouraki. Élie Chouraki, voilà. exactement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous Merci, pour chère ce Lise. numéro exceptionnel. On vous embrasse. Évidemment, on s'abonne, actualitéjuive.com. Au revoir. Au revoir. Radio J.